Moi, je suis entrepreneur. Mon rôle au quotidien, c'est d'avoir depuis quelques années une boîte qui fait du e-learning dans quelques pays où j'ai vécu, puis maintenant à nouveau en France après 10 ans d'absence. Et donc, en créant cet observatoire, l'idée, c'était plutôt de mettre on parle plus de magnétoscope malgré ma génération vieillissante, mais en tout cas de mettre le truc sur pause et dire qu'à un moment donné, on gagnait beaucoup de temps à en perdre un peu. Et j'ai la sensation aujourd'hui que le digital, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, ce serait vraiment intéressant d'échanger avec vous, ça ressemble assez à une dictature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit il faut en faire. Mais alors si vous demandez aux gens pourquoi vous en faites, la plupart disent on n'a pas le choix. Alors, si vous voulez, en termes de stratégie, c'est assez brillant de ne pas avoir le choix. Donc, il y a des stratégies plus éclairées que ça. On fait comme tout le monde. Bon. Donc, du coup, moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'à un moment, dans une dictature, vous avez des gens aveugles qui ne la voient pas. Et la dictature, il y a toujours quelqu'un qui en tire des bénéfices, mais c'est pas vous. Bon. Donc, ceux qui en tirent des bénéfices, d'ailleurs, sont extrêmement peu nombreux par rapport à la masse qui en pâtit. Donc, je pense que la première chose, c'est d'accepter l'idée de perdre un peu de temps sur ces phénomènes que nous, on appelait ubérisation. Mais enfin, ça, c'est pour les journalistes. Ce qui nous intéresse, c'est le digital, ces nouvelles technologies, l'accélération du temps. Je déteste ce mot de nouvelle révolution. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La révolution qui nous guette, c'est celle de ne pas savoir réformer notre système capitaliste actuel parce que ça va nous péter à la figure dans très peu de temps si on continue comme ça. Mais mis à part ça, il n'y a pas de révolution. Il y a juste une accélération avec des technologies. Il y a tout à coup, effectivement, un bouleversement, plein de modèles disruptifs, mais l'histoire de l'humanité est composée de révolutions permanentes, de changements permanents. C'est juste un changement de plus. C'est juste que vous et moi, on vit 80 ans et qu'on n'a pas de mémoire. Mais grosso modo, c'est une révolution parmi tant d'autres. Il y en a des beaucoup plus profondes. Donc du coup, la première chose, ce qu'on essaye de faire à l'Observatoire, c'est de poser une question toute con, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on digitaliserait la société ? Pourquoi est-ce qu'on ubériserait la société ? Pourquoi est-ce qu'on irait si vite ? À quelle vitesse ? Avec quelle data ? Pourquoi ces data ? Qui les exploite ? À quoi serviront-elles ? Est-ce qu'elles vont améliorer notre vie ? Et je pense qu'on confond beaucoup de choses, c'est-à-dire l'innovation et le progrès, parce qu'à un moment donné, ce qui change n'est pas forcément mieux. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je m'accroche au passé, que passé 45 ans étant senior selon la loi française, je commence à penser plus à ce qu'était avant qu'à ce qu'était après, mais à un moment donné, qui se pose cette question ? Mais c'est vrai que dans l'Observatoire, on a un garçon fantastique pour ça. Enfin, on en a deux, mais on en a plein. Il y a 80 personnes. Au début, on était 20. C'est une espèce d'auberge espagnole dans laquelle je fais rentrer plein de gens. Dès que je rencontre des gens passionnants, qui ont quelque chose à apporter. Il y a 50% de femmes, un truc qui n'arrive jamais en France. Les femmes n'ont pas le droit de citer, on le sait. Bon. Il y a des provinciaux. Inviter des provinciaux à Paris, c'est pratiquement puni de la correctionnelle aujourd'hui. Donner accès au cénacle du pouvoir à des réflexions à des gens qui viennent, des barbares qui viennent de province, c'est juste monstrueux. Bon, moi, je suis né dans un petit bled de campagne, donc du coup, j'accueille ça avec beaucoup d'amusement. Et puis surtout, j'ai vécu dans 10 pays du monde pendant 10 ans, et du coup, je ne supporte que la différence et rien d'uniforme. Et donc, du coup, il y a deux personnes que j'aime beaucoup. Pascal Pic, parce que c'est un anthropologue qui s'est passionné très vite pour la société, qui est au Collège de France, qui du coup nous donne une notion du temps. Et puis Thierry Marx, ce cuisinier que vous connaissez, grand chef que vous connaissez tous, qui lui n'a qu'une obsession dans sa vie, c'est pourquoi. Et il dit une fois qu'on a défini le pourquoi, on peut commencer à parler du comment. Et aujourd'hui, quand on va dans tous les trucs sur le digital, l'innovation, les trucs, les gens vous expliquent comment on va faire. Mais pourquoi tu le fais ? Bon. Et ça, là, on a zéro réponse. Bon. Donc, du coup, l'observatoire, on essaye d'observer ce qui se passe dans le monde, on essaye de regarder comment ça semble vouloir évoluer, et on se demande surtout ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est important de définir aussi ce qu'on ne veut pas. On veut surtout pas légiférer, mais on veut réguler. Et là, on est assez d'accord avec Luc Ferry, pour une fois, sur ce truc-là, qui vient aussi de temps en temps. Il faut une régulation, et non pas une législation. 400 000 normes en France, je pense que là, on a atteint le summum. Et puis, il ne faut pas oublier que la norme, c'est juste un manque de confiance dans les acteurs. Si on norme la vie quotidienne, c'est qu'on n'a pas confiance dans ses concitoyens. Donc, il faut juste réguler. Bon. Parce que, y a des sujets sur le transhumanisme. Est-ce que vous avez, vous, envie demain, au nom de la productivité, parce que vous serez des hommes augmentés, qu'on vous interface avec une machine ? Ça vous intéresse ou pas ? Je dis pas oui, je dis pas non, je dis est-ce que vous êtes posé la question ? Deuxièmement, est-ce qu'on doit jouer avec nos chromosomes ? Jusqu'à quel point ? Je dis pas oui, je dis pas non, mais est-ce qu'on devrait se poser la question ? Et puis enfin, on confond beaucoup de choses, et notamment l'innovation et la productivité. Ce que j'entends beaucoup, c'est
On va digitaliser parce qu'on va gagner en productivité. Ok, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'on va faire dans les pays émergents des 2-3 milliards d'individus de basse qualification dont on aura automatisé les tâches et dont on n'a plus besoin? Est-ce que vous pensez vraiment qu'en 30 ans, cette planète sera capable de tenir avec des gens qui n'ont rien à faire? Les histoires de revenus universels, c'est super quand on a encore du fric et de l'endettement possible, comme en France, où on pense qu'on peut encore s'endetter. Mais la réalité, c'est que dans les pays qui n'ont pas les moyens, on ne peut pas payer ce revenu universel, à moins de taxer les robots. Ça peut être marrant, des charges sociales sur les robots. Bon. Donc, du coup, la productivité des sociétés sur ces 30 dernières années s'est accrue légèrement, je veux dire des sociétés de nos entreprises, mais les États dans lesquels on opère se sont appauvris. Donc, ce qui signifie qu'en fait, la productivité gagnée à court terme par certains est juste au détriment de la productivité générale de la population. On ne vivra pas avec 28% des jeunes de basse qualification au chômage. On ne vivra pas dans des sociétés où plus de 30 ou 40% parfois des seniors de plus de 55 ans sont au chômage et n'ont aucune chance de retourner à l'emploi dans les pays dits développés. Donc, il y a des vraies questions à se poser sur le digital, non pas pour le refuser, mais pour le faire de façon éclairée. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Observatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde dont vous parlez ce matin, et je n'aurai pas la prétention d'en parler précisément, puisque je ne le connais pas bien. Ce qu'on observe, il faut juste se mettre en général, quand on veut voir d'un peu plus haut, il faut juste monter un ou deux étages au-dessus, et c'est ce qu'on essaye de faire. On dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pays développés, les nôtres, ceux dans lesquels on vit aujourd'hui, qui sont riches et confortables, malgré ce qu'on entend tous les jours. On est juste immensément riches. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Colombie, au Vietnam, aux Philippines. On est riches. Bon. Donc, il faut arrêter ce truc. C'est le désespoir, la France, on est riches. Bon. Donc, et on est beaucoup trop riches et beaucoup trop confortables, justement, pour se réformer de façon rapide pour aborder ces sujets-là. Donc, on a un monde occidental dominant jusqu'ici, avec une culture plutôt blanche et dominante. Regardez en Chine, moi j'y étais encore tout l'été en Asie cet été. Premier truc que vous avez quand vous arrivez à Singapour, à Hong Kong ou un truc, c'est des crèmes pour blanchir la peau. Donc le modèle dominant, il est blanc et occidental. Personne ne rêve d'être chinois, jusqu'à preuve du contraire. Donc du coup, aujourd'hui, ce modèle, il est vieux et il est pétri d'habitudes. Les sociétés occidentales sont des sociétés vieilles qui ont des habitudes. Et les sociétés neuves sont des sociétés émergentes, sont des sociétés qui sont en train de se constituer des habitudes et qui ont beaucoup de besoins et beaucoup d'envie. Donc ça fait deux mondes extrêmement différents, mais l'un est en train de prendre l'ascendant sur l'autre. Bon. Donc ce qui veut dire que dans vos métiers, comme dans le mien, comme dans tous les métiers, vous allez avoir pendant très longtemps, rappelez-vous, en France, dans les années 70, nous avions 42 ans de moyenne d'âge. On en a 53 aujourd'hui, on en aura 63 ou 62 en 2050. Ça signifie que nos populations sont âgées, ne sont pas nées avec le digital et qu'elles n'auront pas pris ces habitudes ou très à la marge. Donc ça veut dire que nous allons faire vivre deux mondes pendant encore extrêmement longtemps, parce que nous allons vivre de plus en plus longtemps, et que ces deux mondes seront deux plaques tectoniques qui commencent à monter l'une sur l'autre, je ne sais pas dans quel sens, mais ça veut dire que vous parliez de papier, vous parliez de communication, papier, etc. Il y a des gens pour qui ça restera pendant 20 ans encore, 30 ans encore, l'habitude. Ils vont vous le réclamer, ils préfèrent ça, ils n'ont pas envie d'entendre parler de digital. Ils y verront et ils y viendront qu'extrêmement à la marge. Et de l'autre côté, vous avez les extrémistes du digital, parce qu'ils naissent avec ça, les digital natives, comme on les appelle, ou les pays émergents, qui effectivement, aujourd'hui, en Chine, en Afrique, ont tous un smartphone, ou au moins un téléphone, et pour qui, effectivement, c'est l'outil d'accès à tout, et pour qui tout devient digital. Donc c'est dire qu'en fait, cette histoire de la communication digitale, la communication traditionnelle, mais comme dans tous les métiers, va continuer pendant 20, 30 ou 40 ans à subir, à vivre ensemble. Et en fait, c'est plus un affrontement aussi brutal qu'on veut le présenter, mais véritablement un complément qui va s'adapter. Regardez le nombre de boîtes du digital qui ouvrent des boutiques. Bon, Stéphane, chez Sarenza, il me dit « moi, j'en ouvrirai pas ». Boris, chez Spartoo, il me dit « c'est pas impossible que j'en ouvre ». Bon. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une occasion de contact supplémentaire avec le client qui peut prendre des formes très différentes selon des cultures différentes. Moi, ma grand-mère, ce qui l'intéresse, c'est le papier. Elle lit son journal, vous ne la verrez jamais avec une tablette. Et j'espère qu'elle va vivre encore très longtemps. Et pendant 20 ans, elle continuera à consommer du papier. C'est pas bien pour les forêts,
mais c'est bien pour ceux qui impriment. Bon. Donc du coup, je pense qu'effectivement, on a ces choses-là. Mais moi, personnellement, pour passer entre Parrainer à Croissance et l'Observatoire, qui sont mes 2 jobs de nuit, de week-end, etc., mais qui prennent près de 35 à 40% de mon temps en ce moment, de façon bénévole, pourquoi on commence tous à faire ça? Parce qu'à un moment donné, on veut se poser 3 questions, et je conclurai par ça. C'est un peu philo, ça peut paraître un peu intello, ce que je ne suis pas du tout, donc je le fais sans aucune prétention. L'Observatoire, on se pose 3 questions. 1, est-ce que ce monde du digital sera ou non plus inclusif? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces boîtes du digital soient capables de me vendre une société dans laquelle les jeunes, qui seront par milliards dans les pays émergents, et les seniors, qui seront par centaines de millions dans nos pays émergés, auront un avenir dans cette société qui ne soit pas un avenir d'indigence. Voilà. Ça m'intéresse. Si le digital sait créer ces conditions-là, je trouve ce monde digital d'avance formidable et je signe dès demain. La deuxième chose qu'on a posée aux membres de l'Observatoire, c'est est-ce qu'on va savoir créer des conditions pour partager mieux la valeur, hein? Moi, je suis libéral. Hein. Je n'ai jamais voté à gauche, je vous le dis franchement. Mais aujourd'hui, je sais plus ce que c'est que la droite et la gauche. Parce qu'ils sont aussi nuls les uns que les autres. Et c'est bien un problème, parce que plus personne n'a envie de voter. Et à un moment donné, dans un État, il faut bien que quelqu'un vous mène. Et si vous n'avez plus confiance dans les acteurs qui vous mènent, c'est juste une catastrophe. Ça veut dire que vous laissez la place aux populistes. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ce système capitaliste qui ne fonctionne plus déjà depuis près de 30 ans, on va enfin avoir le courage de le réformer. Et c'est le partage de la valeur. Donc une des mesures que je peux vous livrer en avant-première, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus récemment à la télé, c'est on va proposer qu'il n'y ait pas de requalification au contrat du travail. Ils vont rester indépendants. Mais en contrepartie, avec une partie de leur rémunération, ils deviendront actionnaires de ces plateformes. Et donc le jour où ça sera la fête à Uber, ça sera la fête aux chauffeurs. Donc ce qui veut dire que le jour où ils prendront 100 milliards, il y a un chauffeur quelque part dans le monde qui prendra 50, 60, 80, 100 000, c'est-à-dire 50 salaires, 10 ans de salaire. Et là, je peux vous dire que le dialogue social va se faire d'emblée. Parce que si ces chauffeurs sont actionnaires d'Uber, ils vont devoir discuter ensemble. Si tous les chauffeurs de la planète deviennent le principal noyau d'actionnaires de ces boîtes-là, ils deviendront le principal interlocuteur et il n'y aura pas besoin de syndicat. Ça se fera direct. Et donc, du coup, c'est une utopie, mais c'est une forme d'utopie intéressante. Parce que quand vous discutez avec Fontanet, l'ex-patron d'Essilor, Xavier vous dit « Si j'ai réussi à bâtir ma boîte et multiplier la valorisation des titres en 40 ans, c'est parce que 15% de mes actionnaires sont mes salariés. Parce que le dialogue social et les décisions se font avec eux. » Et puis troisième élément, redonner de la valeur aux choses. Pourquoi ? Parce qu'en donnant de la valeur aux choses, vous redonnez de la valeur aux gens. Et c'est ça que je crois qu'on oublie aujourd'hui dans le digital. C'est-à-dire notamment le fait de dire la grande distribution, pendant 30 ans, vous avez dit pouvoir d'achat. Ça nous a amené où ? Ça a amené toutes les PME et TPE françaises qui produisaient avant à la ruine, à la disparition, et tous ceux qui ont pu survivre à aller donner du boulot aux pays émergents. J'ai rien contre le fait que les pays émergents émergent. Mais ça m'ennuie que ça se fasse au détriment de tous ceux qui ont perdu leur job dans notre pays, qui ne le retrouveront jamais. Donc du coup, l'idée, c'est de dire qu'il faut redonner de la valeur. C'est la fin, et ce monde du digital, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est encore en train de nous dire « rien ne vaut rien ». Amazon vous dit « la livraison, ça vaut rien ». Pourquoi ce type qui pédale à l'étoile le soir en emportant 3 de vos pizzas pour les livrer chez vous et chez moi, il vaut rien ? Il met sa vie en danger dans la circulation, il vaut rien pour 10 € de l'heure. On ne peut pas le payer 2 € de plus. Donc il faut qu'on remonte la valeur des choses pour remonter la valeur des gens, et tout en haut qu'on partage cette valeur, et tout à coup vous avez un monde qui redevient riche. Et surtout, plus que riche, vous avez un monde qui reprend espoir dans une élévation sociale possible qui est interdite aux pays occidentaux, et notamment la France, depuis 2 générations. Il n'y a pas un Français qui ait eu un niveau de vie supérieur à celui de son père ou de sa mère depuis 2 générations dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà ce que fait l'Observatoire. Donc moi, je suis assez confiant sur l'idée que les mondes d'avant et les mondes actuels vont continuer à cohabiter, que le papier et le digital, les boutiques et l'Internet vont continuer à cohabiter pendant extrêmement longtemps. C'est aussi parce que, justement, dans toutes ces sociétés occidentales dans lesquelles on est né, on va vivre très longtemps avec des habitudes, et ces habitudes sont coriaces, elles restent. Donc, du coup, notre rôle à nous tous, c'est de se poser la question, de mettre sur pause, d'accepter, comme je disais tout à l'heure, de perdre de temps, un peu de temps pour en gagner beaucoup, et de se demander effectivement qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde du digital.
Merci de votre attention. Merci Denis.